voici la vidéo de présentation du TP numéro 1 qui s'intitule Critères de Shannon. C'est quelque chose qu'on va mettre en évidence expérimentalement. Alors si vous avez lu un petit peu l'énoncé du TP, le texte que je vous ai fourni, vous savez qu'on va donc générer un son de 1 kHz avec un haut-parleur qui est alimenté par un GBF. Et ce son va être acquis par un micro qui va, après amplification, délivrer un signal sinusoïdal d'1 kHz, un signal électrique, et on va faire l'acquisition de ce signal avec la TIS Pro. Lors de cette acquisition, le signal analogique continu du temps va être échantillonné, quantifié, discrétisé pour être stocké sur l'ordinateur. À chaque fois qu'on fait l'interface entre des signaux physiques et un ordinateur, il y a cette étape qu'on appelle une conversion analogique numérique. Donc le document que vous voyez à l'écran ici est un document qui accompagne l'énoncé de TP et qui présente quelques éléments d'électronique numérique, typiquement justement la conversion analogique numérique, et puis un mot sur le phénomène de repliement de spectre qui justement va nous permettre de définir le critère de Shannon. Alors là, je vais le faire théoriquement très rapidement, hein, sans faire de démonstration. Je vais vous présenter ce qu'est le repliement de spectre et le critère de Shannon, et on verra en TP que enfin, on va observer, on va l'établir en TP. Alors commençons donc typiquement ce que l'on peut faire. Donc déjà, X de t ici, imaginons que ce soit justement la tension délivrée par le micro. C'est un signal analogique, c'est-à-dire c'est une tension continue du temps. Et par exemple, l'année passée, ce que vous pouviez faire, c'était de faire passer cette tension dans un filtre, et puis vous aviez une tension de sortie qu'on appellerait ici Y de t. Et donc tout ça se fait sans l'intervention d'un ordinateur, et donc sans étape de conversion analogique numérique. C'est ce qu'on appelle du traitement analogique, hein. Le signal d'entrée est analogique, le signal de sortie aussi, on n'est pas passé par un ordinateur entre les deux. Bon, ça existe encore un petit peu en physique, hein. Avant, tous les détecteurs en physique, avant avant l'arrivée de l'ordinateur, tous les détecteurs de physique étaient des détecteurs analogiques. Bon, c'est vrai, vu les progrès de l'informatique aujourd'hui, euh, eh bien, on- on a, comment dire, on a moins d'étapes de traitement analogique dans les détecteurs modernes, et le signal qui arrive sur un détecteur est très tôt, quasiment tout de suite au début de la chaîne numérisé, et puis ensuite la quasi-totalité des étapes de traitement du signal se font de manière informatique, de manière numérique. Voilà. Donc c'est pour ça que culturellement c'est pas inintéressant de parler de ça. Alors, voilà, quand un ordinateur est impliqué, la tension délivrée par le micro, ici X de t, passe à travers ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique, et on obtient donc ici, à la sortie, une tension, mais alors un ensemble fini, discret, de valeurs tension. Par exemple, si le son qui sortait du micro, enfin le signal, la tension délivrée par le micro dure, voilà, on a un signal pendant 1 seconde. Imaginons que lors de la conversion analogique numérique, l'échantillonnage était de 1 milliseconde. La période d'échantillonnage était d'1 milliseconde. Ça veut dire qu'on prenait une valeur de tension toutes les millisecondes. Et bien sur 1 seconde, on a 1000 valeurs de tension. On a un tableau de 1000 valeurs de tension. C'est ça qui est représenté par ce X crochet K. Voilà, bon, nous en général, on va en rester là, hein, c'est-à-dire on peut stocker ces 1000 valeurs de tension et les représenter sur une courbe. Bah, c'est typiquement ce que vous faites quand vous tracez une tension acquise sur l'écran de la TIS Pro. Voilà. Bon, il faut savoir que cette tension, ces 1000 valeurs de tension, cette tension discrétisée, peut être traitée numériquement. On peut faire du filtrage, on peut faire de l'analyse de Fourier, tracer le spectre. Voilà, alors si on fait du filtrage, on a une tension discrétisée de sortie, et puis si jamais on veut en bout de chaîne retrouver une tension analogique pour par exemple alimenter un haut-parleur et réémettre un son, eh bien il nous faut le convertisseur inverse, le convertisseur numérique analogique. Bon, nous on va pas s'intéresser à ça, on va vraiment rester sur cette étape ici, une tension analogique d'entrée, et puis
par exemple 1000 valeurs de tension en sortie, donc une tension discrétisée en sortie du convertisseur. Bon, là dans le texte, vous aviez les définitions de ce qu'étaient des signaux analogiques et numériques, je les ai données à l'oral. Alors, ce qui est intéressant, culturellement, hein, et puis pour savoir un petit peu des fois ce qu'on peut observer à l'écran, c'est d'avoir en tête les trois étapes de la conversion analogique numérique qui sont marquées ici en gras, hein. Donc, la première, c'est l'échantillonnage temporel pour évidemment un signal du temps, comme ce qu'on va étudier nous, une tension qui est fonction du temps. La quantification et enfin le codage en binaire sur l'ordinateur. Bon, ces trois étapes sont représentées sur la figure du dessous ici. Donc là, ici initialement, on a donc une tension analogique, une fonction continue du temps. Lorsque l'on échantillonne temporellement, donc on échantillonne, on discrétise ici en abscisse, d'accord? On ne retient ici que un certain nombre de valeurs de tension. Alors dans l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, hein, pour les signaux qui duraient une seconde et pour une période d'échantillonnage de 1 milliseconde, on a voilà, 1000 valeurs de temps où on a regardé quelle était la tension, quelle était la valeur de la tension d'entrée du convertisseur. Donc ici, la pointe de la flèche représente la valeur de la tension enregistrée à 0, de la deuxième flèche, la valeur de la tension enregistrée à 1 milliseconde, etc. Donc il faut savoir ici que par contre en ordonnée on n'a pas encore discrétisé, c'est-à-dire que les valeurs que peuvent prendre la tension sont dans grand R, sont réelles, d'accord? C'est un ensemble continu de valeurs possibles. Enfin, et parce qu'à la fin les valeurs de tension doivent être codées sur des zéros, enfin en binaire quoi, avec des 0 et des 1, eh bien nécessairement il va falloir aussi discrétiser en ordonnée, c'est ça qu'on appelle la quantification. Donc par exemple, si vous avez prévu de coder les valeurs de tension donc en ordonnée sur 3 bits, vous savez que en valeur décimale, vous avez accès à des valeurs de 0 à 7. Hein, 0 c'est en binaire un triple 0, 0, 0, 0. Et si vous avez un triplet de 1, 1, 1, 1, et ça correspond à 7. Hein, vous savez 2 puissance 2 plus 2 puissance 1 plus 2 puissance 0. Voilà. Euh, donc ici, les 7 valeurs euh, possibles pour la tension sont représentées par les traits horizontaux. Et vous voyez qu'effectivement maintenant, les pointes des flèches correspondent exactement à un trait horizontal. Hein, alors typiquement, ce qu'on fait, ben, on prend la valeur qu'avait la tension et puis on regarde quand elle est entre deux traits comme ça, eh bien on prend la borne inférieure. D'accord? On arrondit inférieurement. Ok? Voilà ce qui se passe quand on enregistre une tension sur un ordinateur et c'est exactement ce qu'on fait avec la TIS Pro. Voilà pour la conversion analogique numérique. Et ensuite, dans la suite de ce document, hein, bon, la transition est un petit peu brutale, je vais parler un petit peu du phénomène de repliement de spectre. Alors, euh, donc, là j'ai sauté le petit 1 parce qu'il sera plus facile à comprendre une fois qu'on aura vu le petit 2. J'ai mis ça pas forcément dans le bon ordre. Donc on a ici, là sur la première figure, le spectre en fréquence, donc la fréquence en abscisse et puis l'amplitude correspondante en ordonnée. Donc voici un spectre en fréquence justement de la tension par exemple délivrée par le micro et on voit qu'on a un spectre continu. Alors ça pour les signaux quelconques, le spectre en fréquence est continu. Vous savez qu'il n'y a que pour les signaux périodiques qu'on a un ensemble discret de valeurs dans le spectre. Mais voilà, pour un son émis voilà, quand je parle, par exemple, si vous faites l'analyse spectrale du son de ma voix, eh bien on obtient des spectres continuellement répartis en fréquences. Donc voilà un exemple entre 0 Hz et une valeur f indice m. Et on représente ici la fréquence d'échantillonnage. Hein, par exemple, tout à l'heure, quand je disais qu'on prenait une valeur toutes les millisecondes, eh bien, ça c'est ce que j'ai appelé la période d'échantillonnage. Eh bien, la fréquence d'échantillonnage, évidemment, c'est l'inverse, c'est donc 1 kHz. Ok? Donc cette fréquence d'échantillonnage est représentée ici euh, sur l'axe des abscisses, et vous voyez qu'on s'est arrangé pour la prendre suffisamment grande. Pour ça, intuitivement, on se doute que quand on prend beaucoup de points, donc quand on a une grande fréquence d'échantillonnage, déjà l'allure en temps du signal discrétisé acquis
par la TIS Pro et qu'on peut voir à l'écran, bah, va fortement ressembler au signal analogique qui a été injecté dans la TIS Pro. Ça, vous le savez, c'est évident. Évidemment, moins on prend de points, plus l'allure temporelle du signal va être dégradée. Bien, bon là j'ai parlé d'allure temporelle parce que c'est ce qui est le plus intuitif et ce à quoi vous avez, enfin, ce dont vous avez l'habitude. Mais en fait, dans ce TP, on va pas s'intéresser à l'allure en temps. D'accord? On va même se placer dans des situations où l'allure en temps du signal acquis est assez dégradée. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est la fidélité du spectre en fréquence du signal acquis. C'est-à-dire que voilà, le signal qui est livré par le micro et qui arrive sur la TIS Pro, il a un certain spectre, et nous on va se poser la question suivante, c'est quelles sont les conditions à remplir lors de l'échantillonnage pour que le spectre du signal discrétisé, donc enregistré sur l'ordinateur, eh bien, soit fidèle, soit bien conforme au spectre qui a été injecté dans la TIS. Donc ici, on prend une fréquence d'échantillonnage suffisamment grande. Voilà, on va passer à la deuxième image. Oubliez les traits rouges hein, pour l'instant, ne regardez que les formes grisées. Eh bien, il s'avère que bah, ce signal échantillonné n'a pas le même spectre que le signal analogique d'entrée. Bon, ça, on s'en doutait, hein, il y a eu une opération de discrétisation, le signal mathématiquement n'est plus le même. On n'est pas complètement surpris que le spectre aussi a été modifié. Alors, comment a-t-il été modifié? On a toujours la partie euh, du spectre initial et on voit qu'on a un effet miroir un petit peu, c'est-à-dire que bah là le signal initial il s'étendait sur un intervalle de longueur fm, et bien ici vous voyez qu'on a une sorte de partie miroir à partir de la fréquence d'échantillonnage et en partant vers la gauche sur un intervalle aussi de fm, on obtient ben, en fait ben, voilà, la même forme de spectre mais retournée. Ok? Voilà. Donc entre 0 et la fréquence d'échantillonnage, on a ce motif ici, c'est-à-dire à gauche bah, le spectre initial et puis à droite une sorte d'effet miroir euh, par rapport au milieu de l'intervalle, enfin, par rapport à FE sur 2, quoi. Ok? Et on voit par ailleurs que après ce motif entre 0 et FE se répète entre FE et 2FE, etc., etc. On a comme ça un spectre en fréquence qui est périodique. Mais regardez, alors là, on peut se poser la question, est-ce que c'est satisfaisant d'avoir un signal échantillonné qu'à ce spectre? Alors on voit qu'il suffit après de faire passer ce signal échantillonné, ce signal discrétisé, dans un filtre passe-bas dont est représenté ici le gabarit en rouge, avec une fréquence de coupure appelée FR là, qui se situe bah, ici. Et vous voyez qu'effectivement, bah, on va récupérer ce morceau-là, hein, de tout le spectre du signal échantillonné, on va récupérer uniquement cette partie et c'est exactement la même chose que, euh, que le spectre initial du signal analogique. Donc voilà, si on échantillonne avec une fréquence FE suffisamment élevée et qu'on met un passe-bas derrière, bim, on récupère le spectre de départ. Donc là, on peut dire que l'échantillonnage a été de qualité, en tout cas du point de vue de l'allure du spectre en fréquence, puisqu'on peut récupérer avec un passe-bas l'information du signal d'entrée du signal analogique. Regardons ce qui se passe quand justement FE, la fréquence d'échantillonnage, n'est pas suffisamment grande par rapport à FM, la valeur maximale du spectre d'entrée. Et bien tout simplement, le motif ici entre 0 et FE, on a à gauche bah, le spectre initial et puis à droite le spectre miroir. Mais vous voyez que ce spectre miroir, il vient empiéter sur le spectre de départ. On le voit bien ici au milieu. Et c'est exactement, graphiquement, hein, cet effet-là qu'on appelle le repliement du spectre. Et là, vous avez beau mettre, après avoir échantillonné le signal, avoir comme ça une tension discrétisée, vous avez beau mettre un passe-bas derrière, vous voyez que le spectre que vous récupérez ici n'est pas conforme, n'est pas fidèle au spectre du signal analogique que vous aviez injecté dans la TIS Pro. D'accord? Bon, en conclusion, et c'est ça le critère de Shannon, il faut une fréquence d'échantillonnage suffisamment élevée. Bon, alors, suffisamment élevée, ça c'est un critère qualitatif. Et justement, en TP, on va, euh, on va voir, on va tâtonner, chercher pour voir qu'est-ce que ça veut dire suffisamment élevé. Voilà un petit peu le but du TP. Alors, vous avez, je reviens au petit 1 ici,
Vous avez sur le blog, hein, j'ai mis deux fichiers audio. Ça, c'est un collègue qui l'a fait, hein, c'est pas moi. Voilà, c'est un collègue qui a filé son travail à d'autres collègues et j'ai repris son travail. Donc il a généré trois sons de fréquences compris entre 1 kHz et 2 kHz. Et puis, donc ça c'était des sons, voilà, c'était des sons analogiques. Et il a échantillonné donc cette succession de trois sons, il les a échantillonnés à 8 kHz. Là, Shannon est OK. On verra que le critère de Shannon est rempli. Et puis un autre fichier où il a échantillonné à 2 kHz, avec une fréquence d'échantillonnage de 2 kHz. Et là, on verra que le critère de Shannon n'est pas respecté. Eh bien, vous verrez, on peut entendre hein, ces fichiers, vous pouvez les jouer avec un lecteur. Alors, utilisez plutôt Windows Media ou un autre lecteur, mais pas VLC. En tout cas, un lecteur qui ne détecte pas les effets de repliement de spectre. VLC le fait automatiquement et donc ne joue pas les notes. Euh, eh bien, dans le fichier correctement échantillonné, on a comme ça trois notes successives qui vont en montant. Et c'est les notes correctes, c'est les vraies notes qui avaient été jouées avant échantillonnage. Et puis dans le fichier échantillonné à 2 kHz, on entend pas du tout les mêmes notes. Donc ça, c'est une manifestation sonore, auditive, de l'effet de repliement de spectre. J'ai mis aussi sur le blog un dernier document qui est totalement facultatif, hein, qui porte ce nom-là. Alors ça, c'est un ancien document de l'épreuve de TIPE, à l'époque où il y avait aussi encore une analyse de documents. L'ADS, c'était l'analyse de documents scientifiques, et c'était justement un texte sur l'effet de repliement de spectre. Alors, bon, je vous conseille pas forcément de le lire, hein, mais essayez de, ben, voilà, sauf si vous avez vraiment du temps et que vous êtes particulièrement intéressé par ces notions-là, vous pouvez aller lire ça. Bon, il y a une dizaine de pages, je crois, c'est très long, voilà. Et en tout cas, ça démontre, là, hein, je vous ai donné la forme du spectre du signal échantillonné. Là, je vous l'ai balancé. Et bien, dans ce document, on a une démonstration mathématique à l'aide des séries de Fourier de cette propriété-là.